À la une de l'actualité ce soir, nouvelle attaque terroriste dans le Sahel burkinabé. Pour la deuxième fois en cette année 2016 à Intagom, c'est un poste avancé des forces de défense qui a été pris pour cible très tôt ce matin. Bilan provisoire, 3 morts et 3 blessés parmi les militaires burkinabés et 2 assaillants tués. Que sait-on exactement ce soir de cette attaque? Le colonel Joël Binwalo, chef du centre des opérations terrestres, est notre invité. Et puis en 2014, un contrôle des services de douane a révélé que des équipements acquis par Telmob sous régime douanier d'exonération avaient été transférés à l'Onatel sans une déclaration préalable. Face au préjudice, l'Onatel avait été sommé de payer une amende de 11 milliards de francs CFA. Mais à la grande surprise de tous, ce sont 100 millions de francs CFA qui ont été versés à la douane. Le RENLAC dénonce l'accord et interpelle le gouvernement. Vous entendrez ses responsables dans cette édition. 2 mandats d'arrêt et 14 inculpations dans l'affaire Thomas Sankara. C'est le bilan dressé ce matin par les avocats de la famille. À quelques jours de la date anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, les avocats de la famille sont satisfaits de l'évolution du dossier. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Intagom, dans la commune de Tinakov, a été visée ce matin par des attaques terroristes. Selon les témoins sur place, les assaillants ont lancé leur attaque aux environs de 5 heures du matin. Leur identité n'est pas encore connue. Des précisions avec Bernard Diasso sur place à Dori. De Intagom, un bâtiment méconnaissable, un bâtiment criblé de balles. Regardez l'impact de cette roquette. Ce matin, les combats étaient violents entre les forces de défense et les individus non encore identifiés. Quand on rentre dans le bâtiment, le constat est encore plus saisissant. Des traces de sang partout. Le bilan de l'attaque est lourd. 2 assaillants tués, mais surtout, 3 soldats burkinabés sont tombés et 3 autres blessés. C'est des terroristes parce que quand ils veulent des véhicules avec des armes, c'est que bon, ils sont dans une structure bien organisée. C'est pas des bandits c'est pas du banditisme. Bon, sans oublier que l'hélicoptère a repéré un peu le véhicule qui a été pris de l'autre côté sur un site qui est un peu connu. On sait quels sont les gens qui sont vers là-bas. De l'autre côté de la frontière, je veux bien dire. Le poste de Intagom n'est pas sa première attaque. Dans la nuit du 31 mai dernier, pendant qu'il était occupé par la police, des individus l'avaient déjà pris pour cible. À cet effet, il a été transformé en poste militaire. Je le disais en titre, nous avons sur ce plateau le colonel Joël Binwalo, chef du centre des opérations des forces terrestres. Bonsoir mon colonel. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Au plan militaire, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que vous avez le contrôle de la situation en main? Merci de me donner l'occasion d'échanger un peu sur cette question. Donc, je suis effectivement le colonel Binwalo Joël, chef du centre des opérations des forces terrestres. Et donc, dans le cadre de la communication opérationnelle, j'ai été délégué par le commandement pour donner quelques éléments d'information sur les événements sur Intagom. Comme vous venez de dresser donc le bilan, effectivement, actuellement, à l'heure où nous sommes, où je suis en train de vous parler, la situation est totalement maîtrisée. Nous avons repris nos emplacements et nous occupons nos places comme initialement prévu. Mon colonel, il est question de matériel emporté par les assaillants. Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce qui a été emporté? Effectivement, dans l'attaque, comme vient de dire tantôt le commandant de la région militaire, effectivement, les assaillants ont toujours tendance à rechercher du matériel. Donc, effectivement, il y a du matériel qui a été emporté, mais on peut dire que c'est des armes, et puis aussi il y a un véhicule qui a été effectivement emporté, sur lequel il y avait une arme collective. On parle de 3 morts et 3 blessés côté burkinabé et 2 assaillants tués. Est-ce que ce soir, le bilan a évolué? Le bilan n'a pas évolué. C'est le bilan que vous avez donné. C'est effectivement 3 militaires tués, 3 blessés, militaires burkinabés, 2 assaillants, et il y a un militaire qui a été porté disparu. C'est peut-être là. Oui. Et sur les auteurs présumés de l'attaque, est-ce que vous avez une idée de ceux qui ont perpétré ces attaques, même s'il n'y a pas de revendication formelle? Effectivement, ces assaillants, ils étaient au nombre d'une dizaine, effectivement, au niveau de... quand ils ont mené l'action. Mais comme vous le dites, l'action n'a pas été revendiquée.
Donc effectivement, ces assaillants jusqu'à présent sont des non identifiés. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe au Niger voisin, au Mali des fois, nous pouvons effectivement mettre tout ça dans le même cadre. Donc c'est vraiment la bande sahélo-sahélienne, c'est le même type d'activité. Et vous l'avez dit, l'extrême nord du Burkina est en passe de devenir une zone grise avec des attaques terroristes récurrentes. On se souviendra des attaques de Intagom en mai, mais également de Tambao et de Oursi. Oui. Et aujourd'hui encore, la localité de Intagom a été frappée. Oui. Et quelle riposte sécuritaire on peut avoir dans la région pour juguler ce phénomène? Bon, si vous me permettez, effectivement, comme je dis, ça pose toute la problématique de la zone sahélo-sahélienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui s'associent avec d'autres forces qui s'allient pour effectivement juguler ce problème. Au niveau du Burkina Faso, depuis les attaques d'Intagom du mois de mai contre donc la police, où il y avait encore eu un bilan, ce poste a été confié aux forces armées nationales. Depuis lors, la dynamique, c'est surtout de renforcer la position. Pas seulement de Intagom, mais aussi sur toute la bande au niveau des activités du GFAT au nord. Donc la dynamique, c'est surtout renforcer les installations pour d'abord la protection même des hommes, leur protection physique et surtout leur donner de quoi vraiment résister à chaque fois. Parce que vous savez que la problématique majeure dans ces genres de choses, c'est des trucs, c'est du combat asymétrique. Donc la surprise est toujours de mise. Parce que l'assaillant a l'initiative du combat. C'est lui qui décide de vous attaquer quand il veut. Donc en réalité, le facteur surprise, c'est le facteur qui est difficile à maîtriser. Donc pour justement minimiser les pertes à ce niveau, il faut mettre l'accent sur la protection. Et actuellement, je vais dire la semaine passée, il y a une mission du génie militaire qui était sur précisément le site d'Intagom, justement pour une reconnaissance technique, dans le cadre justement du renforcement des mesures de protection même physique de nos hommes. Mon colonel, ce samedi 8 octobre, le poste de contrôle de la gendarmerie sur le pont de Nazinon, route de Pau, a aussi fait l'objet d'une attaque attribuée à des éléments de l'ex-RSP. Oui. Est-ce qu'on en sait davantage sur les motivations des assaillants? Bon, écoutez, comme ce n'était pas vraiment le point sur lequel on devait échanger, mais néanmoins, en tant que chef du centre des opérations, effectivement, il y a eu donc le samedi, comme vous le venez de dire, un événement au niveau de Pau, en gros. Ça s'est passé sur le pont de Nazinon et l'affaire s'est terminée au niveau de Pau. Et effectivement, dans ça, il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Mais il y a des faits concordants quand même qui montrent que cette histoire avait une suite. Mais à l'heure où je vous parle, effectivement, l'affaire est dans la main actuellement de la gendarmerie nationale et on pense qu'elle est complètement maîtrisée. Il y a des éléments qui sont encore en recherche. Je crois même qu'il y a des sports qui sont passés pour rechercher des éléments dont on a affiché les photos. Et tout ça l'un dans l'autre. En tout cas, jusqu'à présent, l'affaire en tout cas bien tenue par la gendarmerie. Et nous pensons que le danger, en tout cas le plan qui avait été élaboré par ces individus, est d'une façon ou d'une autre en tout cas connu. Et s'il est connu, je pense qu'il ne peut pas réussir. Donc pour vous, il n'y a pas de lien entre ce qui se passe à Intagom et ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas de lien. À mon avis, il n'y a pas de lien. Merci à vous, colonel Joël Binwalo. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef du centre des opérations des forces terrestres. Oui. Et vous étiez là pour répondre à nos questions. Oui. Merci. Vous l'avez dit, toujours en rapport avec la situation sécuritaire, cet avis de recherche de la gendarmerie nationale, l'adjudant Gaston Koulibaly de l'ex-RSP est activement recherché dans le cadre de l'enquête sur les événements du pont de Nazinon. Un avis de recherche de la gendarmerie nationale qui demande d'ailleurs la collaboration des populations. Et les événements du pont de Nazinon évoqués ce matin au cours du Conseil des ministres, le gouvernement burkinabé qui a par ailleurs échangé sur les dispositions prises pour faire face à l'attaque de ce matin à Intagom. On essaie de comprendre davantage avec Maïmouna Traoré. Intagom a été un sujet abordé à ce Conseil des ministres. Une situation suivie de près par le gouvernement qui ne perd pas de vue les événements dits du pont du Nazinon. Nous déplorons 3 militaires morts, 3 civils non identifiés. Une mission est en partant sur les lieux pour faire le point.
et prendre les mesures qui s'imposent. Il semble que les assaillants sont repartis vers donc, le Mali. Nous avons eu contact avec le ministre en charge de la sécurité du Mali. Les recherches sont en train d'être faites sur le terrain des deux côtés de la frontière. Pour la suite des événements du pont de Nazino, nous étions hier à la recherche de 2 individus dangereux. Dieu merci, un des éléments a été retrouvé, il reste un. Autre point abordé à ce Conseil des ministres, la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire. Selon le ministre de la Communication, le gouvernement s'active pour une commémoration fédératrice de l'événement. Le ministre s'est également prononcé sur les revendications du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Je n'ai pas reçu encore le préavis de grève de 96 heures, mais je n'attendrai pas le préavis pour reprendre langue avec eux. Je pense qu'on doit recommencer à discuter. Et comme je l'affirme, sur certaines questions, on peut faire des évolutions. Je pense qu'il y a des possibilités, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a des acquis. Il y a certainement des questions importantes pour les conditions de travail et de vie des travailleurs des médias, mais il y a des acquis. Un acquis, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, la question du code vestimentaire, on est sur le principe de l'accepter pour tous les journalistes professionnels, quel que soit le lieu d'affectation. Ça n'existait pas avant. Sinon, maintenant, en fait, la question peut-être de l'augmentation de ce montant-là, il y a des pistes sur lesquelles nous discutons et sur lesquelles, effectivement, avec les syndicats, nous allons voir des évolutions. Le Conseil des ministres a aussi adopté un projet de loi sur la réglementation de la commande publique. Question d'assurer la conformité du dispositif national avec les normes internationales. Ce projet de loi donc, vise à s'assurer de la garantie d'indépendance du mécanisme de régulation et à mettre en place un système de gestion solide qui va notamment consacrer les principes de la loi. Les ministres ont aussi débattu et adopté la lettre de politique sectorielle de l'énergie. Cette lettre de politique sectorielle de l'énergie fait l'état des lieux donc, du secteur de l'énergie, également l'énoncé de la stratégie nationale en matière d'énergie pour la période 2016-2020 qui s'appuie sur 7 axes, notamment le développement de la production énergétique par les sources renouvelables, le renforcement de la production thermique d'électricité. 5 milliards de francs CFA, c'est la somme débloquée pour financer le programme d'insertion socio-professionnelle des jeunes, un programme pour favoriser l'auto-emploi des jeunes porteurs de projets innovants. L'attaque d'Intagom et la menace terroriste, objet d'échange entre le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et le nouvel ambassadeur de France au Burkina. Le diplomate français en poste depuis 3 semaines a évoqué le sujet ce soir avec le chef du gouvernement burkinabé. Pour avier la paix de Cabane, la réponse sécuritaire à la montée du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne devrait être apportée dans le cadre du G5 Sahel. Propos recueillis par Oscar Soulaman et Vincent Tiendrebego. Ici, il y a eu donc 3 morts, trois soldats qui sont morts ce matin, assassinés par des terroristes à la frontière avec le Mali et le Niger. Donc on voit bien que c'est une menace qui est mondiale et qui nous touche tous. Donc la force Barkhane française et la MINUSMA qui travaillent ensemble, essayent de faire les efforts militaires pour arrêter les actions des terroristes, mais il y a évidemment tout un travail politique à faire, qui est celui de la MINUSMA, évidemment, et de l'ensemble des pays du Sahel. Donc le G5 Sahel, les Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, il est très important que ces 5 États, que vous travailliez ensemble pour mettre fin à ces agressions. Et en cela, nous vous aidons autant que nous le pouvons. Et trouver les conditions politiques d'un règlement définitif des problèmes qui se posent et qui peuvent éventuellement être la cause de la montée d'organisations terroristes. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA étaient chez le président du FASO, présent à Ouagadougou dans le cadre de leur séminaire international sur le civisme et médiation institutionnelle dans l'espace UEMOA. Ils sont allés évoquer leurs travaux avec Rochmar Christian Kabouri. Le point avec Bouma Ernest Nebier.
Ils sont des médiateurs des pays de l'espace IOMOA venus s'entretenir avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Présents à Ouagadougou dans le cadre de leur séminaire sur le civisme et la médiation institutionnelle dans l'espace IOMOA, les échanges avec le président du Faso ont essentiellement porté sur les travaux de cette rencontre. A souhaité également échanger avec nous, ou alors nous instruire, devrais-je dire, sur le contenu qu'il entend voir donner aux travaux qui vont démarrer dès demain, autour du thème « Le civisme et la médiation institutionnelle ». Un thème auquel il apporte une attention particulière. Il nous a instruit de divers arguments dont il va falloir faire état. Il nous a surtout mis en demeure de porter à sa connaissance, aussitôt les travaux terminés, de l'essentiel de nos conclusions. Il a offert de nous accompagner tout au long de ces travaux-là. Il a souhaité être notre relais au niveau des chefs d'État avec lesquels il partage le même espace de l'UMOA pour leur soutien, mais également pour leur porter toutes les informations que nous avons bien voulu partager avec lui. Les hôtes du jour se disent satisfaits de l'attention que le président du Faso accorde à leurs travaux et se réjouissent de l'accueil qui leur a été réservé. Dans l'actualité, ce soir, à quelques jours de la date anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, les avocats de sa famille font le point sur le dossier. On apprend que des mandats d'arrêt contre Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando ont été lancés et les juges d'instruction ont procédé à 14 inculpations. Explication avec Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. La plainte contre X dans l'affaire Thomas Sankara est désormais nommée. Il s'agit de Blaise Compaoré dit Jubal, Hyacinthe Kafando, Gilbert Diendéré, Gabriel Tabini, le docteur Alidou Diebré et bien d'autres. Plusieurs chefs d'accusation pèsent contre eux, selon le collectif des avocats des ayants droit du père de la Révolution d'août 83. Les infractions d'attentat à la sûreté de l'État, d'assassinat, de faux en écriture publique, de recel de cadavres, etc., et de complicité donc de ces infractions. Il a été également procédé au lancement de 2 mandats d'arrêt internationaux contre Blaise Compaoré dit Jubal et Hyacinthe Kafando. De la réouverture du dossier à la demande de contre-expertise des restes de Thomas Sankara, en passant par l'exhumation ainsi que les auditions d'une centaine de personnes, dont Mariam Sankara, Valère Sommet, Salif Diallo ou encore Arsène Boye-Sanyé, les avocats se félicitent de l'évolution de la procédure. Je dis c'est un record. Je ne connais pas un seul juge d'instruction burkinabé qui a pu dans un seul dossier, en 22 mois, inculper 14 personnes et entendre plus de 100 personnes. Une chose est de finir l'instruction, mais une autre chose est de bien la terminer. Et je pense que ce qui nous préoccupe le plus en tant qu'avocat, c'est le résultat, l'efficacité à la fin. Pour le reste, est-ce qu'il peut y avoir un jour un blocage? Mais, sauf que si c'est un blocage politique. Sinon, si c'est du point de vue technique, nous pensons qu'il ne devrait pas avoir de blocage. Selon toujours les avocats de la famille Sankara, une commission rogatoire a été faite à la justice française et d'autres informations relatives au tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l'affaire Charles Taylor ont été versées au dossier. Après 22 mois d'instruction, les avocats notent une avancée significative, même si les résultats de la contre-expertise se font toujours attendre. Je vous l'annonçais en titre, le réseau national de lutte anticorruption interpelle le gouvernement burkinabé sur la gestion d'une affaire douanière impliquant l'Onatel. En 2014, un contrôle des services de douane a révélé que des équipements acquis par Telmob sous régime douanier d'exonération avaient été transférés à l'Onatel sans une déclaration préalable. Face au préjudice, l'Onatel avait été sommé de payer une amende de 11 milliards de francs CFA. Mais à la surprise générale, ce sont 100 millions de francs CFA qui ont été versés à la douane. Le RENLAC juge scandaleuse cette situation. On essaie de comprendre avec Issaka Ouedraogo et Olopoda. Quand l'État encaisse 100 millions de francs CFA au lieu de 11 milliards, l'affaire est relative à une procédure douanière impliquant l'Onatel SA.
Et selon les faits relatés ici par le Réseau national de lutte anticorruption, des équipements préalablement acquis par Telmob SA ont été transférés à l'Onatel de façon irrégulière suite à l'opération de fusion-absorption de Telmob par Onatel en 2011. Selon la réglementation douanière, un tel transfert ne pourrait se faire qu'après une déclaration préalable des dits équipements à l'administration douanière. Et cette déclaration devrait être suivie de l'acquittement des droits et taxes de douane correspondant à la valeur des équipements transférés, lesquels sont évalués à 11 milliards 317 918 506 francs CFA. Reconnaissant son forfait, l'Onatel décide un règlement à l'amiable. Résultat, la société de téléphonie mobile verse la somme de 100 millions de francs CFA à l'administration douanière le 4 décembre 2015 sur instruction selon le RENLAC du ministre de l'économie et des finances de l'époque. Si on considère que bien que la peine d'amende, l'État burkinabé est en droit de réclamer Onatel SA environ 70 milliards de francs CFA pour ces membres. L'État a tout intérêt à traquer sérieusement ceux qui le spolient. Pour le RENLAC, il faut absolument que cesse cette posture de complicité dans la grande délinquance en matière fiscale et douanière. Il faut clarifier cette situation en élucidant le rôle et les responsabilités de tous les acteurs qui sont intervenus dans cette affaire jugée scandaleuse. Pour le RENLAC, le contrôle doit s'étendre sur les autres sociétés de téléphonie mobile. Question de combattre l'incivisme fiscal sous toutes ses formes au Burkina Faso. Et puis, objectif atteint pour le Forum international sur la relance économique au Burkina Faso. Des réflexions de 2 jours qui, selon ses organisateurs, ont permis de déplacer les curseurs dans les relations secteur privé et pouvoir public sur le PNDS. Les détails avec Moussa Ouedraogo et Tanga Robert Kafando. Après 2 jours de réflexion, les participants au colloque international sur la contribution du secteur privé dans la relance économique au Burkina Faso sont parvenus à des recommandations pour un climat favorable à l'investissement. Améliorer le dialogue secteur privé-gouvernement en refondant les cadres de rencontres existants pour plus d'efficacité, encourager le secteur privé à aller vers la finance islamique qui possède des instruments de financement intéressants, veiller à l'adéquation entre formation et emploi. Des recommandations faites après un diagnostic de la part du secteur privé dans l'économie burkinabé à travers plusieurs communications. Un diagnostic et des recommandations que partage le Premier ministre Paul Kabatieba. J'ai écouté attentivement donc les résumés de ces communications et elles sont pertinentes parce qu'elles sont cohérentes avec d'abord le diagnostic que nous faisons donc de l'économie nationale. Elles sont cohérentes avec également la vision que le président du Faso et le gouvernement ont de l'économie nationale. Elles sont cohérentes également avec les actions et les réformes structurelles que nous allons mettre en œuvre pour sortir le Burkina Faso de la pauvreté. Pour les organisateurs, c'est un satisfecit au regard de la participation enregistrée et de l'intérêt que les plus hautes autorités ont porté à cette réflexion. Tous nos communicateurs qui sont venus donc des États-Unis, de la France, de la Centrafrique, du Mali, de la Côte d'Ivoire, tout le monde a fait le déplacement malgré les calendriers chargés et chacun a pu rendre sa communication en amont au comité scientifique qui a bien travaillé là-dessus. L'association Think Tank Burkina International compte mettre en place un comité de suivi et évaluation des recommandations et organiser d'autres cadres de réflexion car pour elle, pour peser, il faut penser. De son côté, le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Nialé Kaba, qui a participé à ces assises, est allé rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Elle a profité de lui faire le point de son séjour. Omar Zombré. Nialé Kaba, reçu en audience par Paul Kabatieba. La ministre ivoirienne du Plan et du Développement est venue faire le bilan de sa participation au colloque international sur la relance économique du Burkina Faso au Premier ministre Paul Kabatieba. Mon intervention est achevée. J'ai souhaité passer, saluer M. le Premier ministre et lui faire un peu le point de la mission
puisqu'il avait saisi le Premier ministre de Côte d'Ivoire pour autoriser ma présence ici. Je suis venue lui dire combien notre pays a été honoré d'être invité à participer, à partager son expérience à ce colloque international de haute portée, eu égard même à l'importance du secteur privé dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. Nialé Kaba dit se réjouir d'avoir été désignée pour partager l'expérience ivoirienne en matière de relance économique. Elle a aussi réaffirmé le soutien de son pays au Burkina Faso. À l'Assemblée nationale, les députés veulent ratifier l'accord de Paris sur les changements climatiques. Le projet est en discussion depuis hier. Omar Zombré. L'Assemblée nationale a adopté. À l'unanimité, les 105 votants ont adopté le projet de loi portant sur l'autorisation de ratification de l'accord de Paris sur le changement climatique adopté le 12 décembre 2015 à Paris. Un vote très important pour le Burkina Faso au regard des enjeux climatiques et économiques. L'accord de Paris, comme le dit l'accord sur les changements climatiques, a été un accord historique qui permet à l'ensemble des États, chacun à son niveau, de situer sa responsabilité vis-à-vis de son comportement sur la nature et également accompagner les pays qui, en réalité, ne sont pas responsables, mais subissent les effets des changements climatiques. Le Burkina Faso fait partie des pays qui polluent le moins, mais qui subissent les effets du changement climatique. Et à ce titre, il pourrait bénéficier de certains avantages. Les avantages, nous avons l'appui, la mobilisation des ressources, puisque c'est 100 milliards de dollars qui est prévu chaque année pour accompagner l'ensemble des pays. Au Burkina Faso, de pouvoir mettre en place des projets dans le cadre du financement du Fonds vert climat pour que nous puissions bénéficier de ce financement. Ensuite, il y a le renforcement des capacités. De 3, nous avons également le transfert des technologies. Nous avons déjà soumis un projet au Fonds vert, mais un projet du ministère des Transports sur la météo qui va permettre au Burkina Faso de pouvoir prévoir qu'il peut y avoir inondation, par exemple. La ratification de cet accord vient parachever l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre les changements climatiques. Et pendant ce temps, la COP22 se prépare. Le ministère en charge de l'environnement a convié ce matin les participants du Burkina à une rencontre d'immersion. Ismaël Sirima. Un atelier de formation pour préparer les participants du Burkina Faso à la conférence des parties ou COP22. Une rencontre qui réunit de nombreux pays pour parler du changement climatique. La COP22 permettra de faire le point des avancées de la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Il est recommandé aux États de sensibiliser, informer et former leurs délégués avant la participation au COP pour défendre un certain nombre de positions. Au cours de cette COP22, débuteront les négociations sur les modalités et les procédures de mise en œuvre de l'accord de Paris. Et le ministère de l'Environnement entend renforcer les compétences des participants du Burkina pour ces négociations. La Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, il est demandé à chaque pays d'apporter quand même une contribution dans l'atténuation des effets de la pollution. Les prévisions, ça fait peut-être 100 milliards de dollars pour l'ensemble des pays d'ici 2020. Il appartiendra à chaque pays de s'organiser pour soumettre des projets qui puissent être effectivement acceptés au financement. La conférence des parties est le résultat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette année, la 22e édition se tiendra à Marrakech du 7 au 15 novembre 2016. Et on reparle du financement des industries culturelles au Burkina Faso. Le ministère en charge de la culture a convié ce matin partenaires techniques et financiers à une discussion sur le sujet. Zoubaviel Dabiré, Bouma Ernest Nebier. Relancer les industries culturelles et touristiques qui sombrent dans la léthargie et faire du Burkina une terre attractive, c'est l'espoir nourri par ces experts du ministère en charge de la culture, les partenaires techniques et financiers et les promoteurs privés. Il s'agit pour ces participants de définir à travers cet atelier les différents axes de coopération culturelle et les mécanismes de leur financement. Nous sommes très heureux d'être associés à cette rencontre que je trouve très pertinente et importante. Et on comprend bien que la culture soit une ressource et une richesse du pays. Donc c'est très logique
d'essayer d'exploiter et d'utiliser cette ressource aussi dans le cadre du PNDS. Selon les statistiques, en 2015, les industries touristiques ont contribué au produit intérieur brut à hauteur de 3,7% et à l'horizon 2020, il est attendu une contribution à 8% conformément aux exigences du PNDS, le nouveau référentiel de développement. Et pour y arriver, Tahirou Bari et ses collaborateurs peaufinent leur stratégie. Pour booster le secteur du tourisme, il y a un chemin qui est incontournable, c'est celui de la promotion de la destination du Burkina Faso. Et cette promotion passe par une campagne de communication. Dans quelques jours, nous allons engager la campagne « Connais-tu ton beau pays ?» Cette rencontre d'échange sur fond de plaidoyer devra permettre aux différentes parties d'harmoniser leurs actions en vue de booster ces secteurs jugés porteurs. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mercredi. Les journaux reviennent sur la grève du Synatic et la promesse tenue du gouvernement à l'égard des victimes de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Une nouvelle grève de 96 heures du Synatic à partir du 26 octobre annonce le quotidien. Sidoya nous fait savoir que le Synatic n'entend pas lâcher prise, surtout que l'autorité n'a pas encore réagi favorablement à sa requête. À lire la réaction du ministre de tutelle à propos de la grève dans les colonnes de l'Observateur Palga, qui nous fait comprendre que celui-ci a besoin d'un carton rouge pour aller dans le sens du Synatic, comme nous le suggère le titre du journal. Tant que le syndicat ne me donne pas de carton rouge, 3 points de suspension. À la question de savoir pourquoi l'État n'aurait-il pas les moyens pour les journalistes alors qu'il en a eu pour les magistrats, celui-ci fait comprendre toujours dans l'Observateur Palga qu'à l'époque, les Burkinabés ont estimé que c'était important que notre justice soit dans une situation qui lui permette de garantir le socle sur lequel nous allons construire notre vivre en commun, et attend un argumentaire des journalistes à même de convaincre les 3 ministères pour faire évoluer les choses. Autre point de l'actualité commenté par les journaux du jour, la solidarité du gouvernement envers les victimes de l'insurrection populaire. Ainsi lit-on dans l'Express du Faso des logements offerts aux veuves et orphelins de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ce sont au total 8 familles qui reçoivent les clés de leur villa à Basenko, indique le pays, sans oublier la prise en charge de la scolarité des pupilles de la nation et également la prise en charge des soins des blessés et la finalisation de la réfection des tombes. Ainsi donc, le gouvernement honore ses engagements, note l'Observateur Palga, qui précise que le représentant des parents de victimes a remercié le gouvernement pour ce geste et leur a demandé de faire davantage. La principale information de ce journal, c'est l'attaque de la localité d'Intagom dans l'extrême nord du Burkina. Une attaque qui a fait 3 morts parmi les soldats burkinabés, un blessé et un porté disparu. Et puis nous apprenons que les 2 personnes tuées dans l'attaque d'Intagom et initialement considérées comme des assaillants seraient plutôt des habitants de la localité victime collatérale de l'attaque. De sources sécuritaires, ces personnes auraient même déjà été identifiées. Nous reviendrons sur ces attaques au cours de nos prochaines éditions. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTV. Au revoir.